Ici Satou. Quand j'étais enfant et que tout le monde s'intéressait à la perception extrasensorielle, ce que je désirais par-dessus tout, c'était la téléportation. Ce serait pratique si je pouvais l'utiliser moi-même, mais rien n'est plus agaçant qu'un ennemi qui puisse l'utiliser. Allez-y, s'il vous plaît, Dryad. Ce matin-là, après avoir remarqué les étranges phénomènes autour de Muno City, j'ai demandé à tout le monde de se changer et de se préparer au départ, saluant précipitamment les géants de la forêt et les villageois. Nous étions maintenant dans le cercle des fées de la Dryade. Je ne voulais pas que tout le monde me voie embrasser une petite fille, alors j'avais organisé le transfert magique à l'avance. Allez, c'est parti. D'une réponse nonchalante, la Dryade nous a transportés du cercle des fées à l'intérieur de l'arbre montagne à un autre dans une forêt non loin de Muno City. Un voyage de 10 jours a pris un instant. Cette magie avait soi-disant ses propres contraintes, mais la téléportation des Dryades était quand même bien trop pratique. Comme une drogue dangereuse, il serait trop facile de devenir accro à la commodité. Le prix à payer était l'acte tabou d'embrasser une petite fille. Ce transport soudain fit sursauter les chevaux, alors je les calmai en examinant la carte. Les remparts de Muno City n'étaient qu'à 5 km d'ici, en ligne droite, avec des champs cultivés au milieu. Muno City était presque 2 fois plus grande que Serious City, le premier endroit que j'avais visité dans ce monde parallèle, et pourtant sa population n'en était que la moitié. Une petite colline se dressait au sud-est de la ville, et le château de Muno se dressait à son sommet. 3 couches de murs protégeaient le château, encerclant près d'un tiers de la ville. Après avoir confirmé la configuration de la ville, je décidai de vérifier également la position du démon. Son vrai corps était descendu jusqu'au niveau 26. Comme les nouveaux sosies n'étaient pas automatiquement marqués, je devais surveiller le niveau du démon. Il y avait 11 nouveaux sosies au total, sans compter le magistrat ni ceux qui possédaient les chevaliers. L'un d'eux se dirigeait vers l'extrémité sud-ouest du territoire. Il semblait se diriger vers le troupeau d'hydres, peut-être en vue d'un massacre de masse à la manière du MPK. Bon, je suis toujours partant pour trouver des ingrédients de cuisine. La viande d'hydre est délicieuse, après tout. Je ne savais pas ce que préparaient les 10 autres sosies, mais ils étaient en position, encerclant l'armée de l'extérieur. La bataille entre l'armée et la grande bande de voleurs avait également commencé, ils étaient moins nombreux que ce matin. J'ai terminé tout cela en quelques secondes et j'ai fermé la carte. Où sommes-nous? Dans une forêt près de Muno City. Regardez, vous pouvez voir les remparts de la ville de l'autre côté des buissons. À mes mots, Mademoiselle Karina et les autres enfants ont fait demi-tour sur leurs chevaux pour regarder dans la direction que je leur indiquais. C'est vrai, qu'êtes-vous exactement? Je ne suis qu'un colporteur. La gentille Dryade nous a simplement amenés ici. J'ai ignoré la surprise de Mademoiselle Karina. Et surtout, puisque la Dryade a eu la gentillesse de nous donner un raccourci, allons droit à Muno City. Très bien, c'est comme tu dis. Alors, venez tous. S'accrochant à l'encolure de son cheval, Mademoiselle Karina sortit de la forêt au trot enthousiaste. Karina, attends, tu ne dois pas agir seule, madame. Visiblement tentée, Pochi et Tama me lancèrent un regard interrogateur. Oui, allons-y aussi. À mon signal, tout le monde galopa derrière elle. Pour être honnête, je ne voulais pas emmener mes enfants dans une zone où un démon de l'enfer faisait des ravages, mais comme le village de l'arbre-montagne pouvait facilement être envahi par des hydres ou s'écraser sur d'énormes fruits, je ne me sentais pas en sécurité non plus en les laissant là. Et comme le démon pouvait être impliqué dans les invasions des hydres, je serais particulièrement inquiet de les laisser rester au village. S'il était en danger où qu'il soit, je préférerais les avoir à proximité pour assurer leur sécurité. Les gardes de Muno City avaient dû remarquer l'invasion gobeline, ou peut-être étaient-ils sur la défensive en raison de l'absence de leur armée, car les portes de Muno City étaient fermées. Ouvrez la porte, Dame Karina Muno, la fille du baron Muno, est arrivée. Ouvrez la porte immédiatement. Au lieu de Mademoiselle Karina elle-même, Raka appela les soldats sur les remparts. Mademoiselle Karina pouvait être assez timide, surtout avec les hommes, elle avait donc probablement du mal à interpeller les soldats costauds. Au bout d'une dizaine de minutes, il y eut enfin du mouvement. La porte latérale en acier, près de la porte principale, s'ouvrit brusquement et quelques soldats en sortirent. Je vis des soldats armés de l'autre côté. Ils étaient en état d'alerte maximale. La fille du baron, dites-vous? Voyons voir quelque chose pour le prouver, alors. Le soldat barbu d'âge mûr fixait Mademoiselle Karina avec une suspicion non dissimulée. Une preuve, dites-vous? C'est exact. Nous, les soldats subalternes, ne connaissons pas les visages de la famille du baron. Montre-moi une dague ou quelque chose avec les armoiries de la famille. Quelle impolitesse, souffla Mademoiselle Karina en se retirant derrière moi pour se cacher du soldat plus âgé. Dame Karina, avez-vous quelque chose de ce genre? Eh bien, peut-être que l'agrafe de mon par-dessus fera l'affaire, alors. Mademoiselle Karina retira l'agrafe et me le tendit.
Sans elle, son pardessus s'ouvrit, dévoilant sa robe et sa poitrine enchanteresse. Cela provoqua une vive agitation parmi les soldats. Naturellement, tous leurs regards se fixèrent sur la même zone. Elle avait vraiment une poitrine magique. Elle semblait incroyablement puissante. Monsieur le garde, est-ce que ça vous convient? C'est. Le soldat d'âge mûr resta muet en voyant les armoiries sur le fermoir, puis s'agenouilla pour implorer son pardon. Veuillez m'excuser pour ma terrible impolitesse. Je vous pardonne, marmonna mademoiselle Karina en me reprenant le fermoir. Les seins envoûtants étaient à nouveau dissimulés dans l'ombre de la cape, provoquant un soupir de déception chez les soldats. Suivant le soldat d'âge mûr, nous avons conduit nos chevaux par l'entrée latérale. La place principale de Muno City était immense. Elle était presque aussi grande que la cour d'une école normale. Au centre de la place se trouvait une fontaine asséchée avec la statue d'un chevalier en armure tenant un bâton et une épée, chevauchant un dragon. Un groupe de personnes à l'air démunies était rassemblé à l'extrémité ouest de la place, écoutant un discours. La renaissance du Seigneur démon est proche. Si vous souhaitez survivre à la destruction et vous réjouir du nouveau monde, rejoignez-nous pour frapper à la porte de la liberté. C'est le seul moyen de survivre à la saison du Seigneur démon. Mon talent, oui fine, a capté des affirmations inquiétantes. Dans mon ancien monde, j'aurais supposé qu'il s'agissait d'un artiste de rue ou d'un acteur répétant son texte, mais ici, il s'agissait sans aucun doute d'un vrai discours, facilement perçu comme une incitation à la trahison. Voyant l'un des soldats lancer un regard haineux à la foule, je lui ai posé la question. Ce rassemblement-là, oui, c'est ce groupe d'adorateurs du Seigneur démon qui se fait appeler les ailes de la liberté. Ouah, des gens vénèrent vraiment le Seigneur démon? J'ai entendu dire que la croyance en l'apocalypse imminente était populaire au tournant du siècle chez nous, alors je suppose que certaines choses n'ont jamais changé, quel que soit le monde dans lequel on se trouve. Ce sont donc des fauteurs de troubles? Ils ne font pas grand-chose de mal, donc ils sont plutôt inoffensifs, mais... Sa voix s'estompa avec hésitation. Un autre soldat derrière elle expliqua sèchement, le magistrat nous a ordonné de ne pas intervenir si nous les voyons. Le magistrat? Eh bien, si le magistrat était un démon, il serait logique qu'il accepte de le vénérer. Oui, eh bien, le roi ancestral a bel et bien instauré la liberté de religion lors de la fondation de ce royaume. Mes soupçons quant à la nationalité japonaise du roi ancestral Yamato ne faisaient que s'accentuer. Eh bien, c'est la position officielle, mais la vraie raison est probablement que celui qui prononce ces discours est le fils bon à rien d'un important marchand du duché. C'était logique. Peu de marchands étaient probablement prêts à se rendre à Muno City, la baronnie étant dans un état aussi lamentable. J'ai vérifié par simple précaution, mais le fils du marchand et ses camarades n'avaient aucun statut anormal. J'ai eu envie de le marquer, au cas où, mais j'ai renoncé, car cela risquait de gêner ma surveillance du démon. J'ai ajouté « aile de la liberté » à ma liste de mots-clés afin de pouvoir les surveiller à tout moment. Nous nous sommes dirigés vers le château, avec un groupe de 6 soldats gardant l'avant et l'arrière. La rue principale de la ville mesurait une impressionnante dizaine de mètres de large, mais comme de nombreuses boutiques de chaque côté étaient fermées ou vides, elle ressemblait davantage à une ville fantôme qu'à une métropole florissante. Tout ce qui se trouve au sommet de cette colline fait-il partie du château? C'est exact, Arisa. En termes de taille, notre château de Muno est le deuxième plus grand après le palais royal et le château de l'ancienne capitale. Tandis que Miss Karina et Arisa discutaient, le grand bastion se dressait au sommet de la colline. Je le savais déjà grâce à ma carte, mais le contempler depuis le bas de la pente ne faisait qu'en souligner l'immensité. Après avoir franchi les portes du château, nous avons gravi une rampe sinueuse. Des murets l'entouraient, percés d'étroites ouvertures, probablement destinées aux archers pour repousser les envahisseurs en cas d'urgence. Après avoir dépassé le deuxième mur, nous sommes entrés dans une zone divisée en plusieurs salles de plusieurs centaines de mètres de haut par des murs de 3 mètres de haut. Nous ne voyions pas où nous allions, et les salles, de forme identique, ressemblaient à un labyrinthe. Cela aurait pu empêcher les envahisseurs de s'orienter. Le château lui-même n'était même pas visible, aussi les soldats qui y travaillaient se sentiraient-ils probablement perdus, le temps de s'y habituer. Après avoir franchi la série de salles communicantes, nous avons atteint une vaste zone pouvant accueillir peut-être des milliers de soldats. Il y avait plusieurs bâtiments à proximité, probablement des casernes. Après avoir traversé des douves sèches et franchi le 3e mur, nous avons pu admirer le château dans son intégralité. Le véritable bâtiment était bien plus intimidant que les chiffres sur une carte et donnait une idée précise de son immensité. Cependant, il était aussi un peu délabré. Je pense que ce devait être un magnifique château blanc à sa construction, mais les murs couverts de lierre s'effondraient à un endroit et étaient fissurés. De plus, il y avait plusieurs endroits qui ressemblaient à des traces de brûlure. C'était probablement le résultat de la bataille contre les troupes du roi mort-vivant Zen. Maître, regardez ceci, s'il vous plaît.
Lisa pointait un canon magique installé dans l'une des tours aux angles du château. Les anciens de la rivière avaient dit que Zen avait détruit le canon, mais le magistrat démoniaque avait dû le réparer ou quelque chose du genre. D'après ce que j'ai pu constater d'en bas, il était en parfait état de marche. Il était identique au canon magique que Lisa et moi avions trouvé dans le trésor souterrain de la forteresse du spectre. Ah, tu connais les canons magiques, Lisa? Mon père l'a fait démonter lorsqu'il est devenu seigneur de ce territoire, mais le magistrat a fait réinstaller un mannequin pour maintenir l'ordre public. Un mannequin, il est cassé, alors? En effet, nous l'avons examiné pour voir s'il pouvait servir à vaincre le démon, mais le dispositif de contrôle avait été complètement arraché. Il a probablement été détruit par la magie noire ou la magie spatiale. Raka répondit à ma question à la place de mademoiselle Karina. Si c'est le roi mort-vivant Zen qui l'a détruit, il a probablement utilisé la magie des ombres. Dans ce cas, il a dû être indulgent avec nous lors de notre combat à Seriou. Même s'il avait vraiment l'air de se donner à fond avec ce fouet d'ombre. Tu pourrais peut-être le réparer, non? J'ai bien peur que ce soit impossible. Mademoiselle Karina me lança un regard plein d'espoir, mais je refusai aussitôt. J'avais les compétences et le matériel pour le faire, mais pas les machines ni l'équipement. De plus, si je choisissais de réparer une arme de destruction massive facilement utilisable contre les gens, et qu'elle soit ensuite utilisée au combat, je ne dormirais pas de la nuit. En arrivant à l'entrée principale du bâtiment, nous fûmes accueillis par plusieurs servantes vêtues de simples robes bleu marine. Le soldat qui nous avait précédés les avait probablement prévenus de notre arrivée. Dame Karina, heureusement que vous êtes saine et sauve. Oui, je suis rentrée, Pina. Une servante élancée serra mademoiselle Karina dans ses bras, célébrant leur retrouvaille. Normalement, je pensais que ce serait un problème pour une servante de serrer son maître dans ses bras devant des invités, mais personne ici ne semblait s'en soucier. Tandis que je regardais la scène se dérouler, Tama tira sur mon manteau, levant les yeux vers moi avec une légère détresse. Qu'est-ce qu'il y a? Le sol est bizarre, marmonna Tama en direction du sol sous nos pieds. On s'en va? Tama, tu ne devrais pas déranger autant le maître, réprimanda Lisa, qui répondit en s'accrochant à sa jambe et en se frottant le visage. Mes compétences, détection du danger, et détection des pièges, ne déclenchaient aucun signal, alors qu'est-ce qui pouvait bien l'effrayer? En consultant la carte, je vis qu'il y avait une prison sous nous, où se trouvait actuellement le magistrat démoniaque. Tama était probablement contrariée, car elle sentait sa présence. Je ne savais pas si c'était sa compétence, détection des ennemis, ou juste son instinct sauvage, mais j'étais impressionné. Au bout d'un moment, une des servantes de rang inférieur poussa Pina pour lui rappeler notre présence. Pina s'excusa de son impolitesse, puis nous conduisit à l'étage dans le salon privé où le baron Munno nous attendait. Nous fûmes invités dans une salle si haute de plafond qu'elle ressemblait presque à une salle de bal. Pourtant, le silence régnait, et un paravent et quelques meubles dans un coin créaient une pièce dans la pièce. Peut-être était-ce trop grand pour que quelqu'un puisse s'y détendre. En nous approchant du paravent dans le coin, nous pûmes apercevoir le baron et ses compagnons. Il y avait un homme d'âge mûr, rond, aux cheveux noirs et à la moustache, une belle femme aux cheveux de jais et aux yeux bleus qui ressemblait à mademoiselle Karina, et un jeune homme d'une vingtaine d'années, inutilement beau, tous assis sur un canapé. Il s'agissait du baron, de sa fille aînée et du faux héros. Je n'eus même pas besoin de le confirmer avec mon écran de réalité augmentée. Père, sœur, je suis rentré. Karina? S'exclama le baron, surpris, en bondissant du canapé. Apparemment, il n'avait pas appris le retour de mademoiselle Karina. Il devait être très inquiet, car des cernes noires obscurcissaient ses yeux bienveillants. Karina, le baron faillit trébucher en se précipitant vers mademoiselle Karina. De son côté, la fille aînée lança simplement « Oh là là !» avec une surprise mièvre. Elle se fit aider par le beau faux héros et s'avança vers nous. Sœur de Karina, il n'était pas surprenant que sa poitrine frémisse à chaque pas. Cette femme, aux yeux ronds et doux, avait 24 ans et était célibataire. Le mariage précoce étant la norme dans ce monde, cela me parut inhabituel pour une fille de noble. Les hommes du coin devaient avoir des yeux troublés pour ignorer une beauté à la poitrine comparable à celle de mademoiselle Karina. Indifférents à mon regard amoral et errant, mademoiselle Karina et le baron se réjouirent de leur retrouvaille. « Vous allez bien, je suis si content que vous alliez bien. » Gémit le baron en serrant mademoiselle Karina dans ses bras. « Bon retour, Karina. Soluna, ma chère sœur. » Mademoiselle Soluna les serra légèrement dans ses bras, tapota les cheveux de mademoiselle Karina et la réprimanda doucement avec affection. « Père n'a pas fermé l'œil d'inquiétude depuis votre départ, vous savez. »« Je suis désolée, père. » Mademoiselle Karina lança un regard d'excuse au baron. Derrière eux, le faux héros croisa légèrement les bras et acquiesça. Remarquant mon regard, il me lança un clin d'œil éclatant. J'imagine que ce geste était courant ici aussi.
Arisa hurla quelque chose à propos de son Satou X faux héros OTP derrière moi, alors je demandai à Lulu de la réprimander. C'était plus efficace que de la réprimander moi-même. Nous observant avec un sourire amusé, le beau faux héros s'adressa à moi amicalement. Enchanté. Je suis Otto, un héros. Son nom n'était qu'une légère faute d'orthographe du vrai héros, Masaki Hayato. Bien sûr, il n'avait pas le titre de héros, et s'il possédait des compétences comme bouclier et épée à une main, il n'était que niveau 7. Il n'avait cependant ni condition de statut ni prime. Ah, vous êtes donc un héros, monsieur? Je suis Satou, un colporteur. Inutile de dire, monsieur. Appelez-moi simplement Otto. Un apôtre m'a donné cette épée sacrée Gyalarorn et m'a fait héros, mais je n'étais à l'origine qu'un humble fermier. En écoutant Otto se présenter, Arisa murmura quelque chose. Gyalarorn, l'épée sacrée perdue du royaume de Shiga? L'authentique? C'était une contrefaçon, bien sûr. Je le savais, car j'avais l'authentique. L'écran de réalité augmentée appelait la fausse lame démoniaque Gyalarorn, donc le démon la lui avait probablement donnée, déguisée en apôtre d'un dieu. En discutant avec le faux héros jusqu'à ce que le baron se calme, j'appris qu'il vivait dans un village pauvre peuplé uniquement de personnes âgées jusqu'à ce qu'un homme baigné de lumière apparaisse devant lui dise qu'il était un héros et lui confère l'épée sacrée. Le magistrat vint le chercher le lendemain, et depuis, il s'entraînait avec les soldats du château. Quoi qu'il en soit, il semblait être un homme bon et ordinaire. Pourquoi le démon se donnerait-il la peine d'en faire un faux héros? Si l'on voulait souiller le nom des héros, ne serait-il pas plus simple d'utiliser quelqu'un de plus corrompu comme imposteur? Attendez, le démon possède aussi la compétence « transformation ». Peut-être comptait-il gagner la confiance du faux héros pour ensuite se faire passer pour lui. Enfin bref, peu importe ce que le démon préparait, peu importe que je le batte d'abord. Bon, c'était une conjecture sans intérêt. Il était temps de penser à autre chose. Mon radar indiquait que le magistrat démon et l'un des chevaliers possédés allaient arriver dans cette pièce d'un instant à l'autre. Quelque chose se prépare? Quoi, monsieur? Tama et Pochi, qui étaient actuellement sous les bras de Lisa pour éviter toute arnaque, échangèrent un regard. Apparemment, Tama avait senti l'approche du démon des enfers. Lulu, prends Mia et Arisa et avance près de ce mur. Nana, surveille-les, s'il te plaît. Lisa, Pochi, Tama, vous serez devant Nana. Attendez mon signal avant de dégainer vos armes. Que se passe-t-il, Satou? Alors que je commençais soudain à donner des instructions, le faux héros me regarda avec curiosité. Sans lui répondre, je déposai le sac contenant les armes de chacun de mon épaule et le tendis à Lisa. Juste à ce moment, le magistrat démoniaque apparut de derrière la porte, suivi du chevalier possédé. Dame Karina, c'est lui. Père, restez en arrière. Monsieur Raka, renforcement, s'il vous plaît. Karina, quelle était cette voix tout à l'heure? Ne comprenant pas la situation, le baron resta accroché à mademoiselle Karina tandis qu'elle sortait la cloche de scellement des démons d'un sac en tissu à sa taille. Dame Karina, je suis contente de vous voir saine et sauve. Au fait, qui sont ces roturiers? Le magistrat, un homme mince à la peau pâle et aux cheveux noirs, fit tournoyer sa moustache en guidon en nous jetant un coup d'œil et en interrogeant le faux héros. Derrière moi, une lumière bleue brilla en direction de mademoiselle Karina, et le baron et mademoiselle Soluna hurlèrent. Elle avait probablement utilisé son amélioration de force pour arracher le baron de force. Magistrat, non, démon. Votre plan machiavélique s'arrête ici. Dame Karina, que voulez-vous? Inutile d'essayer de me tromper. Sans laisser le magistrat terminer, mademoiselle Karina leva la cloche de scellement au-dessus de sa tête. L'ignoble chevalier qui escortait le magistrat se détacha rapidement devant lui, s'attendant peut-être à ce qu'elle la lance. La cloche de scellement retentit d'un son clair et froid. MYWEEN, sa véritable forme révélée, le magistrat démon poussa un cri strident. Le chevalier, lui aussi, s'agenouilla lorsqu'un démon semi-transparent surgit de son corps. Il se retira rapidement à l'intérieur du chevalier, mais la moitié qui s'était manifestée était identique au démon. De toute évidence, un double possédait le chevalier. Dame Karina, maintenant. Oui, je suis prêt. Raka donna le signal, et mademoiselle Karina chargea le démon. J'espérais que le double serait chassé du corps du chevalier en premier, mais il n'était que niveau 1. Mademoiselle Karina devrait pouvoir le maîtriser sans problème. Je glissai un clou de bronze de la réserve dans ma main. Si quelque chose d'inattendu se produisait, je comptais utiliser l'âme enchantée sur le clou et le lancer. Si je le récupérais furtivement et mentais en prétendant que les géants me l'avaient donné comme un atout à usage unique, cela ne devrait pas poser de problème. Grâce à la force de Raka, mademoiselle Karina fonça sur le magistrat infernal comme une flèche. Mademoiselle Karina, êtes-vous devenue folle? Alarmé par sa vitesse et inconscient que le magistrat s'était transformé en démon derrière lui, le chevalier leva son bouclier cerf-volant pour lui barrer la route.
Le démon était complètement caché par l'ombre imposante du chevalier. Vous me gênez, mon cher. Miss Carina lança un coup de pied volant vers le bouclier du chevalier. Cependant, même s'il était pourri, il restait un chevalier de niveau 20. Il manœuvra habilement le bouclier cerf-volant pour parer Miss Carina et la projeter en arrière. Elle roula sur le sol. Puis le démon de l'enfer hurla de nouveau. J'évitais le garde intrusif pour m'occuper du magistrat démon à la place de Miss Carina, mais il n'était pas là. À la place, je vis sa queue l'espace d'un instant, disparaissant dans le corps du chevalier. Ne me dites rien. Mademoiselle Carina, la cloche. Inutile, Sir Satou. Dame Carina s'est évanouie. Puisque Raka la protégeait, une telle chute n'aurait pas dû l'affecter autant. Le hurlement du démon de l'enfer devait être de la magie psychique. Sans hésiter, je courus vers Mademoiselle Carina. La cloche était probablement la seule chose capable de chasser le démon du corps du chevalier. Je la ramassai et l'agitai au moment même où il prenait le contrôle du chevalier. Cependant, il était trop tard. Le démon commença à vaciller hors du corps du chevalier comme un double, mais seulement l'espace d'un instant, et sa tête se transforma en un amas de tentacules semblable à une anémone de mer. La race du chevalier était passée d'humain à démon, elle aussi. Peut-être parce qu'il existait 2 copies du démon, il avait 2 têtes tentaculaires. Maintenant qu'il avait pris possession du corps du chevalier, le niveau du démon était passé au niveau 20, correspondant à celui de son hôte. Comment oses-tu, petite fille, ruiner nos plans? Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais sa colère était manifeste. Démon, je serai ton adversaire. Satou, tu dois prendre le baron et sa famille et fuir d'ici. Le faux héros dégaina sa fausse épée sacrée et s'avança vers le démon bien réel. Sa peur était pourtant perceptible à sa démarche étrange et à ses mains tremblantes. Malgré tout, le faux héros, Otto, fit de son mieux pour nous adresser un sourire rassurant. Le démon avait choisi l'homme idéal pour cette mission. S'il pouvait juste progresser et devenir plus fort, ce type avait l'étoffe d'un véritable héros. Eh bien, je ne voulais pas laisser Otto mourir en vain. Nous devions simplement être ses renforts. Puisque cette chose ne pouvait utiliser que la magie psychique, Arisa devrait pouvoir la neutraliser. Lisa, Pochi, Tama, abattez ce démon. Nana, nous allons gérer ses attaques. Après avoir terminé son renforcement corporel, Nana se tint devant les filles bêtes. Même avec son nouvel équipement, il aurait été risqué de laisser Nana seule défendre un adversaire de niveau 20. Je l'ai donc rejointe en première ligne. Le démon frappa avec son épée, et Nana brandit son bouclier rond pour le bloquer. Pour lui faciliter la tâche, je visais le moment où les 2 hommes se heurteraient et assénaient un coup de pied vigoureux au bouclier du démon pour le déséquilibrer. Dès qu'il fut immobile, Lisa s'apprêta à frapper avec sa lance, mais les tentacules de sa tête la bloquèrent. Juste à ce moment, Tama et Pochi arrivèrent derrière le démon et le transpercèrent au pied avec leurs épées courtes. Le démon ressentait la douleur et lança l'épée derrière lui pour repousser les filles bêtes. Ils évitèrent tous 2 l'attaque, mais malheureusement, elle toucha Otto. Il roula sur le sol et resta immobile un instant. La blessure ne semblait pas grave, cependant, et il se releva en titubant et retourna au front, son épée sacrée à la main. Arisa, je compte sur toi pour bloquer sa magie. Ok Doc. Au moment où le démon commença à hurler les prémices d'un sort, Arisa l'interrompit avec un coup mental sans chant. Nana profita de cette ouverture pour créer un bouclier avec magie de fondation, lui permettant de bloquer encore plus facilement les attaques magiques du démon. Mia, essaie de soigner tout le monde. Lulu, tu seras la garde de Mia. N'utilise pas le pistolet. D'accord. Je ferai de mon mieux. Mia brandit un bâton du sac de garage, et Lulu leva une poêle à frire devant sa poitrine, les mains tremblantes. Si je l'avais averti de ne pas utiliser le pistolet, c'était en partie parce que je ne voulais pas exhiber un outil magique rare, mais aussi pour éviter les tirs amis. Arisa interrompit la magie du démon, Lisa et Nana le maintinrent au sol, tandis que Tama et Pochi renièrent la santé du démon. C'était notre façon habituelle de coopérer. Otto se précipita imprudemment devant le démon et se fractura le bras suite à une attaque tentaculaire, mais Tama et Pochi le sauvèrent avant que le démon ne puisse le suivre, sa vie n'étant donc pas sérieusement en danger. Mia commença immédiatement à lui prodiguer les premiers soins avec la magie de guérison. Je veillais également à sonner régulièrement la cloche de scellement du démon pour l'affaiblir. Comme Tama et Pochi utilisaient cette fois des épées courtes en alliage de mithril, les PV de l'ennemi disparaissaient plus vite que d'habitude. Je ne voulais pas faire durer les choses trop longtemps, alors j'aidais de temps en temps en donnant quelques coups de pied en première ligne. Prenez ceci, monsieur. Pochi porta un dernier coup critique satisfaisant, et le démon se transforma en un nuage de poussière noire qui filtrait à travers les interstices de la cotte de maille. Une fois la poudre dissipée, l'armure et le casque tombèrent au sol et se dispersèrent. Allez, il n'y a plus de viande à l'intérieur, monsieur. Vous ne devez pas baisser la garde, vous deux.
Un fragment du démon s'était transformé en rat, s'échappant précipitamment de l'armure. Mais Lisa, toujours sur ses gardes, empala immédiatement le rongeur avec sa lance critique magique, le réduisant en poussière noire. Lisa est incroyable. Vraiment, monsieur. Tama et Pochi louèrent Lisa en scrutant les alentours avec prudence. Au cas où, je consultais le journal pour m'assurer que nous avions vaincu le démon et fis une autre recherche sur la carte pour m'assurer qu'il n'y avait plus de démon ni de double à Muno City. Bon travail, tout le monde. Vous pouvez arrêter de vous battre. À mes mots, les filles bêtes se détendirent et rangèrent leurs armes. Corps, il y a aussi un noyau ici, monsieur. Tama avait trouvé une petite pierre à l'intérieur de l'armure. Pochi en ramassa une minuscule près de l'endroit où Lisa avait vaincu le rat démon. Alors, les démons étaient-ils considérés comme une sorte de monstre? Le démon infernal majeur que j'avais vaincu à Serious City n'avait pas laissé de noyau, à ma connaissance. Je ne me souvenais pas non plus du démon mineur. Quelle était la différence? Était-ce parce que j'avais utilisé une épée sacrée? J'ai étouffé cette question sans réponse. J'ai récupéré mademoiselle Karina, hébétée, sur le côté du mur, et je l'ai amenée au baron. Arisa avait dissipé les effets de la magie psychique du démon, mais mademoiselle Karina ne semblait toujours pas vouloir ouvrir les yeux. Alors, le magistrat et le chevalier Héral sont devenus des démons? Vous, savez-vous ce qui se passe ici? Enchanté de vous rencontrer, seigneur baron. Je suis Satou, marchand ambulant. Je me suis présenté au baron alarmé et méfiant, puis j'ai allongé mademoiselle Karina sur le canapé. Le fait de pouvoir la tenir comme une princesse avait certes ses avantages, mais je n'allais pas me délecter de ces moments devant sa famille. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu de Raka et dame Karina. Ça vous va? Ça ira. Qui est donc ce Raka? Est-ce une de ces jeunes dames? Dès que le baron épuisé a reporté son attention sur mes enfants, son regard s'est transformé en un regard fixe. Ce n'est pas un lolicon, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Des gens aux oreilles d'animaux? Est-ce sœur Satou? Ne me dites pas que vous êtes aussi un héros? Surpris par la passion du baron, Pochi et Tama aplatirent leurs oreilles avec crainte. À bien y penser, mademoiselle Karina fut elle aussi surprise lors de notre première rencontre. Comme je l'ai dit, je ne suis qu'un humble colporteur. Mes camarades ne sont pas des héros non plus. Je ne mentais pas. J'étais juste un colporteur qui avait le titre de héros. Non pas que quiconque ait le don de détecter les mensonges. Pourtant, il pourrait y avoir des problèmes si un mensonge imprudent déclenchait la fonction perception de la malveillance de Raka. Seigneur baron, je suis celui que l'on appelle Raka. Le baron cligna des yeux de surprise lorsque la voix de Raka sortit du pendentif de mademoiselle Karina. Son père ignorait donc tout de Raka. Ce n'était pas un héritage familial? Raka expliqua au noble déconcerté comment lui et mademoiselle Karina s'étaient rencontrés. En bref, mademoiselle Karina se promenait dans les ruines de la villa du marquis Muno et découvrit une chambre secrète sous un plancher où Raka était enchâssé, devenant ainsi sa nouvelle maîtresse. J'attendis une accalmie appropriée dans la conversation, puis je repris le sujet. Seigneur baron, puis-je continuer? Oui, pardon, veuillez poursuivre. Très bien, si vous me le permettez. Je rapportais au baron ce que j'avais entendu de mademoiselle Karina. Je lui expliquais comment elle avait découvert par Raka que le magistrat était un démon, s'était rendu au village de l'Arbre-Montagne pour demander de l'aide pour le vaincre, nous avait rejoints en chemin et avait emprunté l'artefact aux géants de la forêt. Pendant que nous discutions, des servantes arrivèrent et annoncèrent qu'une chambre avait été préparée pour nous. Le baron et moi envoyâmes donc les autres en avant pendant que nous allions à son bureau pour terminer notre conversation. Vu la taille du château, le nombre de domestiques me parut très réduit. Peut-être avait-il des contraintes budgétaires. Il n'y avait même pas une servante dans le bureau, et encore moins un fonctionnaire. Après avoir terminé mon récit, j'ai bu une longue gorgée de la tisane légère qu'une servante avait apportée plus tôt. Voilà donc ce qui s'est passé. L'histoire ne s'arrête pas là, seigneur baron. Un esprit du village des géants m'a averti qu'une grande crise approchait de Muno City. Comme je ne pouvais pas simplement avouer l'avoir vu sur ma carte, j'ai prétendu l'avoir entendu d'un esprit, la dryade. Raka n'était pas là, alors je pouvais me permettre quelques libertés créatives. Une crise? Oui, il y a eu une immense invasion de gobelins près de la ville. On m'a dit que leur nombre pourrait bien dépasser les 10 000. 10 000, le visage du baron se vida. Loin d'élaborer un plan ou de faire appel à un subordonné, il fixa simplement ses pieds, sous le choc. Il ne semblait pas très compétent en tant qu'homme d'État. Compte tenu de cela, j'ai tenté de faire une proposition anodine. Pardonnez mon arrogance, mais peut-être serait-il préférable que les habitants des villages voisins se réfugient à l'intérieur des murs de la ville ou qu'ils soient évacués au loin. Oh oui, bien sûr. C'est parfait. Je vais appeler le magistrat immédiatement. L'espace d'un instant, mes encouragements firent briller à nouveau les yeux du baron, mais il hésita de nouveau en se rappelant que le magistrat était un démon. Un fonctionnaire serait peut-être préférable?
proposai-je, et il put alors dépêcher des soldats pour aider à évacuer les villageois en toute sécurité. Je lui suggérai également d'envoyer un messager pour rappeler l'armée qui combattait les bandits. Nous n'aurions qu'environ la moitié de nos troupes pour protéger la ville en attendant, mais il n'y avait rien à faire. Seigneur baron, il y a en fait un peu plus à raconter. Il y a encore plus? Eh bien, il fallait que je lui parle du démon. Nous aurions des ennuis s'il pensait que les copies dont nous nous étions occupés étaient la fin de l'affaire. Oui, le même esprit m'a aussi dit qu'il y avait plus de démons que ceux que nous avions vaincus plus tôt. Tout en parlant, je vérifiais la position actuelle du démon sur la carte. Le double se dirigeant vers l'habitat des hydres avait atteint sa destination, mais à part cela, il n'y avait aucun changement. Cependant, le nombre de points indiquant les soldats et les voleurs diminuait à une vitesse alarmante. Il ne restait que 400 ou 500 personnes, soit seulement un cinquième du nombre initial. Même les soldats sans adversaire à proximité étaient blessés. Il devait y avoir des luttes intestines. J'ai compris pourquoi en vérifiant leurs conditions d'état. Les soldats étaient en état de confusion. Ces doubles possédaient bien de la magie psy, après tout, et maintenant ils encerclaient l'armée. Je n'avais aucune raison d'aller secourir une bande de méchants, mais c'était quand même perturbant de voir toutes ces victimes. Je voulais foncer au combat et me débarrasser du démon une bonne fois pour toutes, mais même avec ma vitesse, cela me prendrait au moins 1 heure. Malheureusement, je n'arriverai probablement pas à temps. J'ai dissimulé ma frustration face à la compétence poker face, et j'ai poursuivi ma discussion avec le baron. L'esprit m'a dit avoir aperçu plusieurs démons dans le repère de l'hydre et la forteresse des voleurs dans la forêt. Plusieurs démons? Ce ne serait pas le présage de la résurrection d'un seigneur démon? Un seigneur démon? J'espérais vraiment que non. J'ai consulté la carte par précaution, mais je n'ai vu personne sur le territoire avec le titre de seigneur démon, des compétences inconnues, comme Arisa, ou quoi que ce soit du genre. Mais la zone vide où les démons rôdaient se trouvait juste en dessous du château du baron. Le sol est bizarre? Je me suis souvenu de ce que Tama avait dit en entrant dans le château. À l'époque, j'avais supposé qu'elle parlait du magistrat démoniaque qui se trouvait dans la prison en dessous, mais il n'avait pas d'œuf de seigneur démon ni rien qui roulait là-dessous, n'est-ce pas? Seigneur baron, on m'a aussi conseillé de prendre garde au sous-sol. Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait signifier? J'ai omis négligemment de mentionner qui m'avait donné ce conseil. Quand c'était le château du marquis, le roi mort-vivant Zen a jeté une malédiction sur le cœur de la ville, au sous-sol. C'est peut-être à cela que ça fait référence. Écoute, vieil homme, ne va pas déblatérer sur le cœur de la cité devant un inconnu. C'est censé être un grand secret réservé au seigneur. Je ravalai mon emportement grâce à ma compétence poker face, et pris une grande inspiration pour me calmer. Le baron semblait ignorer le faux pas, alors je fis semblant de ne pas l'avoir entendu et poursuivis. Alors, il y a une malédiction? C'est exact. Si des nobles ou d'autres personnes ambitieuses mettent les pieds dans le sous-sol, ils seront frappés d'une malédiction qui sapera progressivement leur force et leur énergie jusqu'à leur mort. Ne serait-il pas préférable qu'un prêtre sans ambition lève la malédiction, alors? Je supposais qu'ils avaient déjà essayé, mais je poursuivais le sujet par curiosité. Quand je suis devenu seigneur de ce pays, j'ai demandé à la sainte femme et grande prêtresse du temple de Tenion de le faire, mais même eux n'ont pu descendre que la moitié de l'escalier avant que cela ne devienne insupportable. J'ai supposé que la malédiction s'était dissipée une fois l'âme de Zen apaisée, et même si ce n'était pas le cas, j'aurais probablement acquis la compétence résistance aux malédictions, dès que j'aurais posé le pied dans l'escalier et j'aurais facilement atteint le sous-sol. Je parie que cette sainte femme était une dame pure et belle, cependant. Une fois arrivé à la vieille capitale, il me faudrait l'observer, même de loin. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser un soldat ou un fonctionnaire civil enquêter? Impossible. J'ai autrefois demandé aux plus courageux des roturiers du territoire, Sir Zotol le chevalier, d'enquêter, mais il n'a fait que la moitié du chemin avant d'être pris de panique et de s'enfuir. Un fonctionnaire civil ordinaire ne pouvait même pas s'approcher de l'escalier. Je vois. Donc, les nobles et les prêtres étaient frappés d'un maléfice de drain, tandis que les roturiers subissaient la peur. Attendez, donc les roturiers peuvent devenir chevaliers? Bon, peu importe pour l'instant. Je me suis dirigé vers le sous-sol lors de mon investiture, mais j'ai été submergé par la terreur et je me suis enfui à l'étage. Quoi? Alors le baron ne contrôlait pas le cœur de la cité? J'ai ouvert la carte pour voir son statut et j'ai découvert que, contrairement au comte Kouanou, il n'avait pas le titre de seigneur. La sécheresse s'expliquait peut-être par l'impossibilité d'utiliser la magie rituelle du cœur de la cité. J'ai vérifié le chemin vers le cœur de la cité sur la carte. Il n'était pas gardé. J'avais encore la cloche de scellement des démons de mademoiselle Karina. Ça ne ferait pas de mal d'y jeter un coup d'œil. Je pourrais même tenter de lever la malédiction tant que j'y suis. Bref, tout cela mis à part,
Personne ici ne pouvait empêcher les habitants de paniquer lorsque le démon a mené les gobelins à l'attaque. Arisa pourrait probablement utiliser sa magie psychique et son charisme pour calmer le public, mais ce serait en dernier recours. Bon, qu'est-il arrivé au magistrat originel avant que le démon ne prenne sa place? Le démon l'a-t-il possédé et tué, comme ce Sœur Hérale? J'ai cherché « magistrat » sur la carte, mais je n'ai rien trouvé sur le territoire, alors j'ai interrogé le baron. Seigneur baron, avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver le véritable magistrat? Le magistrat, exact, c'était ce vieil homme, je crois. Non, attendez, il est décédé pendant l'épidémie il y a 3 ans. J'ai donc demandé au duc de lui envoyer un remplaçant, je crois. Le baron a fouillé dans ses souvenirs. Apparemment, il ne se souvenait plus du nom du magistrat, comme si l'information avait été effacée. Je ne pouvais pas l'affirmer avec certitude, car l'écran de la RA n'affichait aucun état anormal, mais mon hypothèse était que le démon avait altéré ses souvenirs grâce à la magie psychique. Je demanderai à Arisa plus tard. Il ne nommerait probablement pas un roturier comme magistrat, alors j'ai cherché des nobles sur la carte. Hormis la famille du baron, il n'y avait qu'un seul noble à Muno City. Connaissez-vous une personne du nom et du titre de vicomte Nina Lotel? Nina au sang de fer? Oui, je la connais. Le duc Ugouche l'a envoyée sur notre territoire il y a 3 ans pour remplacer un magistrat. Le baron répondit à ma question avec aisance. Puis il cligna des yeux et son expression se raidit. Un vicomte pour être le magistrat du baron? Je pensais que vicomte était un rang plus élevé que baron. Enfin, peu importe, c'est vrai. Où est mademoiselle Nina? Je me souviens lui avoir tenu la main et lui avoir demandé de prendre la place du vieil homme. Quand était-ce? Le démon a probablement effacé vos souvenirs. Si dame Nina est vivante, peut-être est-elle emprisonnée? Sur mes mots, le baron bondit hors de la pièce et descendit précipitamment pour secourir mademoiselle Nina. Il y avait aussi des prêtres et des personnes possédant la compétence « analyse » parmi les prisonniers. S'il les libérait également, cela devrait améliorer nos chances de victoire. Je jetai un autre coup d'œil au champ de bataille tandis que le baron sortait précipitamment de la pièce, et je découvris que l'armée et la bande de voleurs avaient été complètement anéantis, bien plus tôt que prévu. J'étais tenté de m'envoler pour éliminer les démons moi-même, mais si l'une des pestes volantes me dépassait et mettait mes enfants en danger, ce serait un sérieux problème. Il valait probablement mieux laisser l'adversaire se rapprocher pour pouvoir facilement retourner en ville si nécessaire. C'était un peu frustrant d'attendre que l'ennemi prenne l'initiative, mais je ne pouvais ni voler dans le ciel ni me téléporter comme un héros de légende omnipotent. Je devais garder mes priorités à l'ordre. J'hésitais à suivre le baron, mais il était possible que je puisse l'aider à prendre le contrôle du cœur de la ville. Je me suis dirigé vers l'escalier souterrain qui me mènerait sous le château. La grille ornée devant l'escalier n'était pas verrouillée, alors j'ai ouvert la porte normalement et me suis aventuré à l'intérieur. Et dès que j'ai posé le pied sur la première marche, plus grand que compétence acquise, résistance aux malédictions, plus grand que compétence acquise, résistance au drainage, plus grand que titre acquis, saint. Le titre de saint devait-il être dû au fait que j'avais résisté à la malédiction? Enfin bref, j'ai maximisé les 2 compétences de résistance et je suis descendu. Chaque marche me faisait froid dans le dos. Si c'était comme ça avec mes compétences, pas étonnant que le commun des mortels ne puisse pas le gérer. Mon radar a changé à mi-chemin, alors j'ai utilisé « rechercher toute la carte » pour enquêter, mais il n'y avait qu'une seule pièce au bas de l'escalier en colimaçon, pas un seul humain ni démon à l'horizon. La pièce solitaire était un dôme d'un rayon d'environ 150 pieds, et au-dessus d'une courte plateforme en son centre flottait un cristal bleu lumineux à 20 faces. L'écran de réalité augmentée l'appelait cœur de la cité, Muno. Le passage menant au cœur était un large et court escalier. À l'exception de ce passage, le reste de la zone était sillonné de cours d'eau où l'eau claire coulait doucement sur des pierres bleues brillantes. Le doux murmure de l'eau fraîche et le battement doux et régulier du cœur de la cité m'apaisaient tandis que je parcourais le passage. À mi-chemin environ, une ombre noire semi-transparente s'éleva du sol au milieu du couloir. Intrus, je suis l'ombre de celui que l'on appelle le roi mort-vivant Zen. Si vous êtes vraiment pur et noble de cœur, montrez-moi que vous êtes digne d'être un seigneur. Je ne suis pas un seigneur, cependant. L'écran de réalité augmentée indiquait son nom, âme maudite. C'était probablement l'essence même de la malédiction, alors. J'ai changé mon titre en héros et j'ai sorti l'épée sacrée Gyalarhorn de la réserve. C'était l'épée sacrée que j'avais héritée du roi mort-vivant Zen et que j'avais utilisée pour l'envoyer dans l'au-delà. Zen est passé dans l'autre monde. Cela signifie que ton rôle ici est terminé, toi aussi. J'ai levé l'épée sacrée au-dessus de ma tête en parlant aux vestiges maudits de son créateur. L'épée sacrée Gyalarhorn a traversé l'ombre d'une traînée bleue. Dès que l'épée l'a touchée, l'âme a commencé à s'estomper. Je n'ai jamais vraiment su si j'avais fait mes preuves en tant que seigneur, mais l'expression de l'âme pendant l'exorcisme était paisible, tout comme celle de Zen.
Mon travail était ainsi accompli. J'étais déjà là, alors pourquoi ne pas examiner de plus près le cœur de la cité? Bienvenue, ô roi, souverain d'un territoire supérieur. Souhaitez-vous enregistrer ce territoire comme cité satellite? Dès que j'ai atteint le cœur flottant, une voix en est sortie. Les lourds échos rendaient difficile de déterminer à quel sexe il appartenait. Plus grand que Titraki, roi, Titraki, roi sans nom, Titraki, roi héros, Titraki, seigneur qui appelez-vous, roi. J'ai lancé un regard noir à la personne responsable des messages système apparaissant dans mon journal. Les titres roi sans nom et roi héros venaient probablement respectivement de mon nom vierge et de mon titre de héros actuellement équipé. Cette histoire de « territoire supérieur » devait concerner la source de mana de la vallée des dragons. Le dieu dragon le plus puissant l'a autrefois gouverné, après tout. Non, je n'enregistre rien. Le seigneur de cette ville est le baron Muno. Recherche terminée. Il y a 3 individus sur ces terres du nom de Muno. Veuillez clarifier. À l'aide de la carte, j'ai trouvé le nom du baron. M. Léon Muno. Enregistrement terminé. Dorénavant, je servirai le seigneur Léon Muno. Parfait, merci. Reconnu, au roi sans nom. Il commençait à faire étouffant en bas, alors j'ai dit au revoir au noyau et je suis remonté à la surface. Bien sûr, j'ai repris mon nom et mon titre habituel en revenant sur le territoire de la baronnie de Muno. De retour à l'étage, j'ai continué à surveiller les doubles sur la carte. Le démon avait fusionné avec ses doubles pour atteindre le niveau 36 et se trouvait maintenant sur le champ de bataille des soldats et des voleurs, avec un chevalier possédé et 15 spectres. Sous mes yeux, des zombies ont commencé à apparaître autour des spectres. Ce devait être l'effet de « créer un serviteur », une capacité spécifique à la race des spectres. Une horde de monstres avait envahi la vaste étendue de terre cultivée devant Muno City, alors j'ai décidé de les incinérer tous d'une salve de tir de feu. Tant que je le ferai à la tombée de la nuit, personne ne devrait découvrir mon identité. Le double le plus éloigné rôdait toujours autour du repère de l'hydre. Son objectif était probablement de posséder une hydre. Eh bien, une cible plus imposante serait d'autant plus facile à abattre. Les gobelins s'étaient regroupés et avançaient vers Muno City en 3 grands escadrons. Des seigneurs et dompteurs demi-gobelins avaient commencé à apparaître parmi eux. Les gobelins avaient peut-être augmenté leur niveau grâce au cannibalisme. Leur nom était impressionnant, mais ils n'étaient que niveau 10 au mieux, je devrais donc pouvoir les éliminer tous d'un coup. S'ils maintenaient ce rythme, ils arriveraient avant le coucher du soleil. Êtes-vous Satou? Une servante m'avait conduit dans une pièce où une femme d'une 30aine d'années, assise dans son lit, m'avait accueilli. Son apparence robuste serait plus justement qualifiée de « cool » que de « belle ». Le baron était perché sur une chaise près du lit. J'étais le seul à y avoir été convoqué, d'ailleurs. Comme les gobelins allaient bientôt arriver, mes enfants étaient occupés à vérifier leurs armes et armures. Désolé que vous me voyiez ainsi. Je suis Nina, la magistrate. Enchantée. Je suis Satou, marchande ambulante. Le baron m'avait dit qu'elle était emprisonnée depuis près de 2 ans, mais ses yeux brillaient de détermination malgré ses joues creuses, et sa voix rauque était puissante. Vu son surnom, la Sante Fer, elle était manifestement vaillante. Je ne comprenais pas pourquoi le démon ne l'avait pas tuée, mais il avait probablement un but maléfique. J'ai entendu dire que vous et vos vassaux avez vaincu le démon qui rôdait dans notre château. Merci, mademoiselle Nina baissa la tête. Alors, c'est vrai qu'il y a encore des démons dans les parages? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je vois, mince, si on pouvait utiliser ce truc, on pourrait les vaincre sans problème, mais... Au début, j'ai cru qu'elle parlait du cœur de la cité, mais apparemment, elle faisait référence au canon magique sur la tourelle. Juste à ce moment-là, un messager est entré en trompe dans la pièce. J'ai un rapport, monsieur. Une immense horde de gobelins vient d'être aperçue à l'orée de la forêt. Sont seulement des gobelins? Ils semblent chevaucher des monstres mantes religieuses, et il y avait parmi eux un quadrupède non identifié au corps cylindrique, monsieur. Je le savais déjà grâce à ma carte, bien sûr, mais je ne pouvais pas le révéler ici. Les gobelins étaient accompagnés d'un monstre de niveau 27 appelé Lance-Pierre, qui avait 4 pattes et la circonférence d'un camion de 4 tonnes, ainsi que de mantes soldats de niveau supérieur à 10. Le Lance-Pierre avait été simplement possédé auparavant, mais il était désormais entièrement pris sous son contrôle, sa race étant devenue démon. Sa seule compétence était magie psychique, il abritait donc probablement simplement un de ses doubles. Par mesure de sécurité, j'ai vérifié s'il n'y avait pas d'autres monstres ou créatures sous le contrôle du démon dans les environs. Le chevalier possédé restant avait complètement perdu son corps et était devenu un chevalier démon. Il menait une horde de zombies dans cette direction. Il se déplaçait avec une rapidité surprenante, mais il leur faudrait probablement encore 1 heure ou 2 pour atteindre la lisière de la forêt. Le sosie le plus éloigné avait finalement réussi à prendre possession d'une hydre et volait vers Muno City avec 2 autres hydres à sa suite.
Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais à ce rythme, ils arriveraient à peu près en même temps que le chevalier démon et les zombies. Il serait judicieux de commencer par le lanceur de pierres et le chevalier démon, puis de se débarrasser de l'hydre qui hébergeait le démon principal. Je devais faire attention à l'ordre d'attaque, sinon le démon risquait de se faire remplacer par un sosie au moment même où je m'apprêtais à le vaincre. Mademoiselle Nina envoya un messager aux soldats de la garnison et demanda à la fonctionnaire civile, une jeune femme qui attendait anxieusement dans la pièce voisine, de parler à la bureaucratie du territoire. Je vais à la salle d'observation. Vous, là-bas, aidez-moi. Je portais Mademoiselle Nina jusqu'au sommet du château. Les filles du baron, Otto, et les enfants avaient tous vérifié leurs armes et s'étaient rassemblés. Ils discutaient et pointaient du doigt quelque chose derrière la porte de la ville. Comme pour refléter l'anxiété générale, des nuages s'étaient agglutinés pour masquer le soleil. Satou, maître, Mia et Tama furent les premières à remarquer mon arrivée et se tournèrent vers moi. Des créatures noires surgissent de la forêt, monsieur. Pochi, qui avait grimpé sur la clôture entourant la salle d'observation, désigna la forêt du doigt en faisant son rapport. Je suis impressionné que vous ayez pu les voir d'aussi loin. Soluna m'a prêté son long poc, monsieur. Apparemment, même Pochi ne distinguait pas les silhouettes à plus de 6 km de distance, alors ils avaient utilisé un instrument magique appelé l'onscope. Mademoiselle Nina arracha le lonscope des mains de Mademoiselle Karina et observa la horde de gobelins émerger de la forêt. Il y en a tellement. Mademoiselle Nina passa le télescope au baron, qui le parcourut et déglutit. Prenant sa décision, le baron me le tendit en disant « Madame Nina, je vous confie la gestion de cette situation. » Cela ressemblait à une tentative de me passer la balle, mais le baron avait l'air sérieux, alors tout le monde attendit en silence qu'il poursuive. Je vais prendre possession de la pièce du sous-sol. C'est mon devoir de seigneur. La voix du baron trembla lorsqu'il termina ces mots. Mademoiselle Nina semblait être la seule à comprendre la situation, ses filles se contentant de répondre avec confusion. Si ce n'est pas possible, faites demi-tour immédiatement, dit Mademoiselle Nina. Encouragé, le baron se dirigea vers le sous-sol, accompagné d'une servante. Mademoiselle Soluna tenta de le suivre, mais Mademoiselle Nina l'en empêcha. En raccompagnant le baron, je remarquai quelque chose d'étrange sur la carte. Mademoiselle Nina demanda à une autre servante en attente dans la pièce d'installer une ligne de vie et une sonnette pour faciliter le retour du baron sain et sauf. Si la sonnette s'arrêtait, un domestique attendrait à l'entrée du sous-sol pour actionner la ligne de vie. Après avoir donné ces instructions, je m'approchai d'elle. Dame Nina, pardonnez-moi, mais j'ai une question. Laquelle? Avez-vous ordonné l'évacuation de la ville? De quoi parlez-vous? Mademoiselle Nina accepta le télescope que je lui tendais pour inspecter l'entrée de la ville. La porte principale du mur d'enceinte est ouverte? Quelques hauts fonctionnaires et officiers militaires étaient rassemblés près de la porte, avec leurs familles. Ils fuyaient Muno City avec une escorte de soldats par la route principale en direction du duché d'Ugos. Aucun soldat ne se trouvait à la porte ouverte, laissant Muno City complètement sans défense face à la horde de gobelins qui fonçait dessus. Ça ne va pas, nous devons aller fermer la porte, s'écria Mademoiselle Karina. Karina, c'est dangereux d'y aller seule, monsieur. Mademoiselle Karina se précipita hors de la pièce, et Tama et Pochi me lancèrent un regard suppliant. Lâchez-moi, je protégerai votre sœur, dame Soluna. Vous ne devez pas, Otto. Vous êtes blessé, n'est-ce pas? Otto brandit la fausse épée sacrée d'une main. Certes, son bras blessé serait probablement un obstacle. Je lui tendis une potion de récupération mineure de bonne qualité pour soigner la fracture et allais protéger Mademoiselle Karina moi-même. Sire Otto, veuillez protéger Dame Soluna et Dame Nina. Nous nous occupons du reste. D'accord. Assurez-vous que Dame Karina soit en sécurité. Otto me serra les mains avec ferveur. Je lui adressai un signe de tête, ainsi qu'aux autres, puis quittai la pièce avec mes enfants. Lulu arriva aussi, bien sûr. Elle était mauvaise au combat, mais il serait probablement plus dangereux de la laisser au château. Alors que nous galopions à cheval dans la rue principale, une foule de citadins se précipita vers nous, signe que les gobelins avaient envahi le château. Si Mia utilisait le sort de ballon pour les repousser, quelqu'un serait probablement blessé. Arisa, je compte sur toi. Ok Doc. Chant répulsif Kiikuukan. Une fois la magie psychique d'Arisa accomplie, les citoyens en fuite nous évitèrent comme si nous leur déplaisions. Avec une vue dégagée, nous pouvions voir Miss Karina se battre seule, ainsi qu'une poignée de citoyens capturés et écrasés par les gobelins. D'innombrables monstres entouraient Miss Karina, mais la puissante protection de Raka et son amélioration de force l'empêchaient d'être submergée, si bien que sa poitrine imposante était plus incomparable que jamais. De près, les gobelins ressemblaient à des diables qu'on pourrait voir dans un tableau de l'enfer, avec leur peau noire et glabre et leur sang vert qui leur conférait une présence véritablement monstrueuse.
Malgré leur nature humanoïde, ils semblaient dépourvus de langage, car entendre leurs cris gargouillants ne m'avait pas permis d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques. Puisqu'il s'agissait de monstres et non de demi-humains, inutile de me retenir. Mia, Tama, visez. Ces types sont des monstres, pas des humains. Tuez-les, D'accord. Je laissai les rênes à Lulu, qui chevauchait avec moi, et commençai à tirer avec mon arc court sur les gobelins. Comme la rue était très large et que la magie d'Arisa dirigeait les civils vers des voies de fuite spécifiques, il était facile de viser. Tout le monde, fuyez vers le château, cria Arisa de toutes ses forces pour guider les citoyens. Le grand héros est là. Il vous protégera. Les citoyens semblèrent d'abord perplexes, mais dès qu'ils entendirent parler du héros, ils commencèrent à courir par petits groupes vers le sommet de la colline. Karina, on est là pour vous aider, madame. Vous êtes venue. Mademoiselle Karina s'émut à la vue de ces renforts, mais ce n'était pas vraiment le moment. Lisa, piétinons ces gobelins et repoussons-les vers la porte. Criai-je. Compris. Pochi, Tama, Nana, on y va. Oui, sire. Bien reçu. Ordre enregistré, je vous rapporte. L'avant-garde s'allia à Mademoiselle Karina et commença à pourchasser les gobelins. J'avançai avec l'arrière-garde, abattant les évadés du premier groupe. Nous vîmes bien un ou deux citoyens ensanglantés, mais des membres de leur famille les aidèrent à s'échapper. Au château se trouvaient les prêtres libérés de prison, ainsi que les servantes. Tout le monde devrait pouvoir se faire soigner là-bas. Nous avons rejoint les soldats devant la porte principale, unissant nos forces pour neutraliser le reste des envahisseurs. Les gobelins étaient assez faibles, nous avons donc pu prendre possession de la porte en une demi-heure environ sans incident majeur. Mia, maintenant. Ballon Kyubushu. Un nouvel escadron a tenté d'attaquer la porte, mais la magie de Mia a créé une vapeur verte qui les a repoussés. Cette vapeur était le sang des précédents envahisseurs gobelins. Fermez les portes, ai-je crié. Compris. Ouais, monsieur. J'ai rejoint Mademoiselle Karina et l'équipe d'avant-garde pour aider à verrouiller la porte principale. Elle s'est refermée avec un grincement sourd, et les soldats à proximité ont actionné la manivelle pour la verrouiller. Ces troupes avaient vu les gobelins envahir et se sont précipités depuis d'autres tours de guet. Bon, la manivelle est actionnée. Plus besoin de pousser, les gars. Nous avons repris notre souffle en contemplant les cadavres d'une centaine de gobelins devant la porte principale. Certains de mes enfants étaient légèrement blessés, alors j'ai chargé Lulu et Mia de les soigner, puis je suis monté dans la tour de la porte principale avec Mademoiselle Karina et Arisa. Les 5 soldats au sommet tiraient des flèches sur leurs ennemis, l'air désespérés. Ils sont nombreux, non? Je dirais. Tiens, j'ai l'impression que je vais voir ça dans mes cauchemars. Derrière la grande porte, une foule noire et bruyante, si dense qu'on ne voyait plus le sol sous eux. On aurait dit un film d'horreur. Vu leur densité, cette catapulte ne pourrait-elle pas en éliminer des tonnes d'un coup? J'ai bien peur que non. J'ai pointé la catapulte du doigt et j'ai parlé à un soldat, mais il a répondu sèchement. On n'a pas de pierre pour ça. Vous n'avez pas réapprovisionné les réserves? A demandé Mademoiselle Karina. Et pourquoi pas? Le magistrat a dit qu'il n'y avait pas de budget. On a aussi manqué de grosses querelles pour la baliste lors de cette invasion d'ours araignées il n'y a pas longtemps. Le soldat répondit à l'interrogatoire de Mademoiselle Karina avec une colère à peine contenue. Apparemment, le magistrat démoniaque était occupé à préparer l'attaque de Muno City. Bon, inutile de le menacer maintenant. J'ai utilisé ma recherche d'objets sur la carte pour trouver de grosses querelles et des pierres à Muno City. Bon, ça devrait marcher. Mes enfants avaient terminé leurs soins et montaient les escaliers, alors je leur ai donné leurs prochaines instructions. Nana, j'ai besoin que tu fasses une course pour moi, s'il te plaît. Derrière ce bâtiment au toit rouge se trouve une entreprise d'armes. Ils devraient avoir beaucoup de munitions pour la baliste. Assure-toi qu'ils aient aussi des flèches normales. J'ai sorti un sac rempli de pièces d'or de sous mon manteau et je l'ai tendu à Nana tout en parlant. Maître, je n'ai pas de lunettes de visée, je ne peux donc pas observer le toit rouge, je vous le signale. Je le vois, monsieur. Très bien. Alors, allez avec Nana, Pochi. Oui, monsieur. Pochi et Nana coururent acheter les flèches. Lisa et Tama, allez chez le grossiste en pierre près du mur extérieur. Vous devriez pouvoir vous procurer plein de bonnes pierres pour la catapulte. Compris. Allons-y, Tama. Oui, monsieur. Je donnai un autre sac d'argent à Lisa et Tama, et elles descendirent précipitamment les escaliers. Lulu et Arisa, pourriez-vous nous demander si l'auberge la plus proche pourrait nous servir d'hôpital en cas de blessure grave? D'accord. Certainement, monsieur. Arisa et Lulu suivirent les autres enfants d'un pas lourd. Mia, je vais vous demander de rester ici et de m'aider à empêcher les gobelins de s'approcher. Mia et moi avons décidé d'abattre les gobelins qui tentaient d'escalader le mur extérieur. Waouh, vous êtes doués. Vous ne ratez jamais votre cible. Un des soldats siffla d'admiration. Oups, j'ai dépassé les bornes? Je devrais essayer de rater une fois tous les 5 tirs environ. Excusez-moi, quoi?
Que puis-je faire pour être utile? Mademoiselle Karina m'a regardé timidement. J'avais du mal à croire que la courageuse héroïne qui avait chargé pour sauver les habitants était la même fille qui me regardait comme une enfant perdue. Ah oui, Dame Karina, vous devriez retourner au château. Non, je ne vais pas. Je vais me battre ici aussi. Mademoiselle Karina m'a immédiatement interrompu. Laissez-moi finir. J'aimerais que vous retourniez au château et que vous rassembliez Sœur Otto et tous ceux qui pourraient se battre et que vous les ameniez ici. Moi, c'est vrai, vous seul pouvez le faire, Dame Karina. Je sais, je file. Alors, sur ce, Mademoiselle Karina sauta du bâtiment et se mit à courir, une lueur bleue dans son sillage. Cette fille est bien trop téméraire. Je comprends qu'elle puisse courir vite grâce à l'augmentation de force de Raka, mais ne serait-il pas plus rapide à cheval? Une heure s'était écoulée depuis la fermeture des portes, et nos capacités défensives s'étaient considérablement améliorées. Les enfants rapportèrent de nombreuses disputes houleuses, et Otto arriva avec une milice civile recrutée d'environ 200 hommes. Des servantes équipées des biens d'anciens soldats accompagnaient Mademoiselle Karina. De plus, Arisa utilisa sa magie psychique pour renforcer tout le monde avec le chant du cœur vaillant, afin de maintenir le moral malgré l'adversité. Bien sûr, Otto, qui était en première ligne pour encourager les troupes malgré ses propres tremblements, joua également un rôle important. Dehors, les gobelins tentèrent à maintes reprises d'escalader le mur en s'aidant les uns les autres, mais à chaque fois nous réussissions à les repousser, souvent à l'aide d'huile bouillante. De plus, nous utilisions le sort de peur d'Arisa dès que possible pour les effrayer et les inciter à s'attaquer entre eux avec confusion. Personne d'autre ne pouvait le dire, mais Arisa fut d'une aide remarquable dans cette bataille défensive. Il faudrait que je cuisine son plat préféré ou quelque chose plus tard en guise de remerciement. Quant à moi, j'aurais voulu m'éclipser et me déguiser en héros au masque d'argent pour vaincre les démons au plus vite, mais je ne trouvais pas d'occasion idéale. Les démons et leurs renforts arriveraient dans une demi-heure, alors il me faudrait vite me créer une chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tube, monsieur? Tama et Pochi désignaient un monstre cylindrique à 4 pattes apparu à environ 800 mètres, le lanceur de pierre dont le démon s'était emparé. Ma compétence, détection du danger, commença à vibrer légèrement. Une lumière blanche brilla à l'horizon. Au moment où le vent hurlant atteignit mon oreille, une vibration intense secoua le château. Satou, génial, j'ai soutenu Mia et Arisa qui perdaient l'équilibre, puis j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. En regardant en bas de la salle d'observation, j'ai vu une pierre de la taille d'un ballon de basket dépasser du mur. Le projectile devait provenir du lanceur de pierre. Il n'était pas assez puissant pour abattre les remparts d'un seul coup. Au loin, je voyais des gobelins recharger le lance-pierre. Tu crois que je vais te laisser faire? J'ai chargé une lourde carabine dans la baliste et l'ai pointée vers le haut. C'est inutile, ça n'ira jamais aussi loin. Tandis que le soldat me criait dessus, ma compétence, tir, m'a également informé qu'il n'atteindrait jamais sa cible à cette vitesse. Mon arc long était une arme normale, il ne tirait donc qu'à une distance d'environ 30 mètres, peut-être 1500 mètres si la précision n'avait pas d'importance. Donc, il n'y avait aucune chance qu'il atteigne un ennemi à près d'un demi-kilomètre. Une autre attaque du lance-pierre a touché la porte principale, faisant trembler le bâtiment au-dessus, là où nous nous trouvions. Satou, Mia m'a regardé nerveusement, alors j'ai souri en retour. Mais seulement si je tire normalement. J'ai invoqué le sort souffle depuis mon menu magique, créant un puissant vent arrière autour du bâtiment au-dessus de la porte. Puis, j'ai tiré 7 flèches dans le vent, coup sur coup. Grâce au fort courant d'air et à mes compétences de tir embusqué et de visée, les flèches ont atteint leur cible sur les 3 yeux et les pattes avant du tireur de pierre, l'une après l'autre. Le coup de vent soudain ayant déséquilibré les soldats au sommet de notre tour, ils n'avaient probablement rien vu. Irrité par la douleur, le tireur de pierre s'apprêta à tirer son prochain coup, mais ses pattes avant se dérobant, il ne put obtenir un angle suffisamment élevé. Au lieu de cela, le projectile dispersa un groupe d'archers gobelins et roula jusqu'à s'immobiliser au sol. Parfait, nous n'aurions plus à nous soucier du tireur de pierre avant un moment. Pendant ce temps, les gobelins sur mon radar avaient commencé à franchir la porte. Le deuxième tir avait creusé un trou assez grand pour que les gobelins puissent passer. Nana et les filles bêtes étaient déjà descendues de la tour en courant, terrassant facilement les gobelins qui affluaient par la brèche. La réserve de potions de récupération magique de la tour de défense étant épuisée, j'ai envoyé Arisa auprès de Lulu, qui était en attente à l'auberge, pour réapprovisionner nos réserves. Mia, descends aussi et couvre-les, s'il te plaît. Mia hocha la tête et descendit les escaliers. De l'autre côté de la catapulte, Mademoiselle Karina utilisait le renforcement de force de Raka pour lancer des rochers sur les gobelins, mais en nous voyant, elle s'arrêta pour donner des ordres aux servantes qui la gardaient. Vous devriez tout aller aider Lisa et les autres aussi. Mesdames Karina, c'est un ordre.
Les servantes armées quittèrent mademoiselle Karina pour l'aider à se débarrasser des gobelins. Je ne vous laisserai pas mettre un pied dans cette tour. D'autres gobelins s'entraînèrent pour tenter de pénétrer dans notre base, mais mademoiselle Karina les repoussa avec des pierres. Avec tous les gobelins qu'elle éliminait, le niveau de mademoiselle Karina était passé de 5 à 7, et à en juger par sa barre de XP dans l'écran de Lara, elle atteindrait bientôt 8. Mademoiselle Karina, arrêtez-vous et faites une pause bientôt. Je vous assure que je vais parfaitement bien. Au contraire, c'est vous qui devriez. Mademoiselle Karina s'agenouilla soudain. Comme je m'y attendais, c'était un symptôme de mal de niveau. Ce n'était ni une maladie ni rien, et elle retrouverait son état normal après quelques heures de repos. Alors que je m'occupais de mademoiselle Karina, qui semblait angoissée par la baisse soudaine de ses capacités physiques, un groupe de miliciens arriva avec de nouvelles munitions. Nous avons apporté des pierres pour la catapulte, monsieur. Empilez-les là-bas, s'il vous plaît. J'ai assis mademoiselle Karina contre le mur pour reprendre mon souffle, puis je me suis tourné vers les miliciens. L'homme tout au fond du groupe de 3 hommes me semblait familier. Un rictus se forma au coin de sa bouche, à l'ombre de son casque, tandis qu'il sortait une dague de sous ses vêtements. L'adorateur du Seigneur démon qui prononçait un discours sur la place. J'aurais facilement pu l'assommer avant qu'il ne dégaine sa dague, mais pour l'instant, j'ai fait semblant de ne rien voir. Mort à tous ceux qui portent le sang de Muno. Le dévot du Seigneur démon prépara sa dague empoisonnée devant sa poitrine, puis chargea mademoiselle Karina. Je me suis rapidement placé devant lui et j'ai encaissé le coup de la dague de l'assassin à sa place, ou du moins, j'ai fait semblant de l'avoir fait, puis j'ai jeté l'homme à terre et l'ai délesté de son arme. Le liquide rouge vif qui s'est répandu dans l'air était du sang animal que j'avais conservé en réserve pour des potions magiques. Les 2 autres miliciens qui avaient trouvé l'assassin potentiel l'ont rapidement immobilisé. Satou, tiens-toi tranquille, je vais aspirer le poison immédiatement. Mademoiselle Karina traîna son corps affaibli vers moi. Je fis semblant de tituber, m'appuyant contre le mur côté ville. BWAA, tu ferais bien d'aspirer. Cette dague était enduite d'un venin d'hydre mortel. Il est suffisamment toxique pour tuer au contact. Aspire le poison et tu pourras mourir avec lui. Le poison hydra est-il à la mode en ce moment, non? Ignorant ma réaction amusée, l'homme ricana d'un rire maniaque pour accompagner son exposé inutile. Bon, les 2 autres miliciens pourraient sans doute prendre le relais. Je suis tombé du mur de la tour, perçant le plafond de la grange en contrebas et atterrissant dans un tas de foin, le dispersant partout. Maître, Lisa a traversé le mur de l'écurie à une vitesse fulgurante. Surpris par son comportement inattendu, je lui ai quand même donné un ordre. Lisa, porte-moi à l'auberge où Lulu est en attente, s'il te plaît. Bien sûr, monsieur. Me portant comme une mariée, Lisa m'a emmené dans une chambre de l'auberge à la vitesse d'un coup de vent. Maître, ça va? Oh, oh non, il y avait d'autres personnes dans la pièce, outre Lulu et Arisa, alors j'ai murmuré quelque chose à l'oreille de Lisa et je l'ai fait sortir. Une fois tout le monde parti, j'ai avoué aux 3 filles que ce n'était qu'une comédie. Désolée si je vous ai effrayé. Je vais très bien, elle ne nous effraie plus jamais comme ça. Dieu merci, j'ai supposé que le silence de Lisa était dû à sa colère, alors je me suis tournée vers elle, et j'ai constaté que d'énormes larmes coulaient sur ses joues. La serrant doucement dans mes bras, je lui ai murmuré des excuses à l'oreille. Je suis désolée, Lisa. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je leur ai expliqué la raison de mon acte à toutes les 3 et leur ai demandé de justifier mon alibi. Lulu, prenez ça. Est-ce une pierre sacrée anti-monstre? Oui, je veux que vous l'activiez ici. Comme ça, même si le pire arrive et que l'ennemi perce, l'effet dissuadera les gobelins d'entrer en ville. J'ai tendu la pierre sacrée et le sac de garage à Lulu en lui expliquant. Ce n'était pas très glamour, mais c'était un travail important. Je compte sur toi, Lulu. D'accord, je ferai de mon mieux. Lulu hocha la tête avec insistance, alors je lui caressais les cheveux noirs et me levai du lit. Mais combattre un démon toute seule? C'est de la folie, s'écria Arisa. Pas pour notre maître, dit Lisa. J'ai peut-être été bouleversée tout à l'heure, mais j'ai confiance en lui. Qu'est-ce qui vous en donne une telle certitude? Lisa me regarda d'un air incertain, alors je hochai la tête pour lui signifier ma permission. Parce que je l'ai vu vaincre une hydre géante, qui avait détruit une forteresse, d'un seul coup. Franchement, le seul ennemi qui pourrait menacer le maître pourrait être un dragon ou un seigneur démon. Êtes-vous vraiment si fort? Ouais, alors ne vous inquiétez pas. Attendez ici la bonne nouvelle. D'accord, alors, mais ne vous blessez pas, d'accord? Je ne veux pas voir une seule égratignure sur cette peau jeune et purde. Un peu trop rassurée, Arisa commença à dire une bêtise, alors je la frappai à la tête. Bonne chance, monsieur. Soyez prudent, maître. Je fis un signe de tête aux 2 autres, enfilai le masque argenté et me dirigeai vers une ruelle. En quittant la pièce, j'entendis Tama et Pochi entrer. Nana et Mia les avaient également suivis. M'excusant mentalement auprès de tous de les avoir inquiétés,
je me mis à changer de titre, de nom et d'équipement. À présent, place aux héros. Je sautais par-dessus le mur extérieur côté sud-ouest, coupant le flanc gauche de l'armée de 5000 gobelins. Gravissant une colline, je sautais dans les airs. Grâce au sort-coup, je créai une rafale qui me propulsa plusieurs milliers de mètres plus haut. Plus grand que Titraki, flotteur libre, c'est l'heure de brûler. Je créai un barrage de tirs de feu depuis le menu magique, encerclant les gobelins et les incendiant à chaque explosion. Après 6 rounds, j'avais brûlé environ 20% du flanc gauche et créé un mur de feu qui empêchait les autres de s'échapper. Le démon n'était pas présent dans ce groupe. Je n'avais pas besoin de les anéantir, mais il serait bon de réduire leur nombre au maximum. Alors que je me précipitais entre le mur extérieur de Muno City et la section gauche des troupes, je lançais de nouveaux tirs de feu dans le cercle de flammes. Un demi-gobelin monté sur une mante soldate bondit vers moi par-dessus le mur de flammes. J'utilisais étourdissement court pour briser les ailes de la mante, projetant le couple dans les flammes. Désolé, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de menus fretins. Je traversais 3 km du champ de bataille à une vitesse de 300 km à l'heure, visant le démon fusionné avec le lanceur de pierre. La créature était encore à environ 1 km, mais mon sort de flèche magique devrait encore atteindre la cible à cette distance. Une salve de 120 carreaux enchantés s'abattit sur le démon lanceur de pierre. Le monstre se remplit de trous encore plus vite que l'hydre que j'avais tué à la forteresse. Mais même s'il était en train de se désagréger, la chose n'était pas morte. Ce devait être l'effet de sa compétence, résistance magique inférieure. Eh bien, dans ce cas, j'ai sorti une lance courte en acier du stockage et je l'ai lancée. La lance a percé un énorme trou dans le flanc de la créature, mais elle n'a pas cédé. Bon, Zena avait dit à Serious City que seule la magie ou les armes magiques pouvaient blesser les démons. En y repensant, lorsque nous avions vaincu le magistrat démoniaque, nous n'avions pas utilisé d'armes ordinaires. Je me suis précipité sur le lanceur de pierre démoniaque et je l'ai abattu avec l'épée sacrée Excalibur. Malgré son obstination, un seul contact d'Excalibur a suffi pour le réduire en poussière noire en un rien de temps. Laissons faire à une épée sacrée. Voyant que j'avais vaincu le démon, les gobelins proches ont commencé à fuir dans les bois. Tous les gobelins indemnes du flanc gauche l'ont vu et ont pris la fuite à leur tour. Au même moment, les monstres morts-vivants sous les ordres du chevalier démon ont émergé de la forêt, juste à l'endroit où se trouvaient les gobelins en fuite. Le chevalier démon brandit son épée, et aussitôt la horde de morts-vivants se précipita dans ma direction. Personnellement, je refusais d'accepter des zombies capables de courir, mais ce n'était pas surprenant vu leur rapidité d'avance. Avant qu'ils ne s'approchent, je décidai de réduire le nombre de monstres en fuite par magie. Juste au moment où j'ouvrais mon menu magique, je sentis une série de vibrations provenant de l'immense forêt. Je voyais le feuillage trembler. Fermant le menu magique un instant, j'ouvris ma carte, et, bousculant les arbres comme des brindilles, une énorme silhouette humaine apparut sur le champ de bataille. TALLYHO. Le sol trembla lorsque le géant de la forêt se jeta dans la mêlée, déchirant la horde de gobelins avec sa hache de guerre géante. Un groupe de chevaliers demi-gobelins montés sur des mantes soldats se rua hardiment sur lui, mais un seul coup de hache de guerre trancha la tête de l'une des montures et coupa son cavalier en deux. Celui qui fonçait au combat avec une énorme hache illuminée par la lame magique n'était autre que Barbe-Tresse, le géant de la forêt. Il avait dû courir jusqu'ici depuis le village de l'Arbre-Montagne pour nous soutenir. Merci d'être venu, Seigneur Barbe-Tresse. S'il faut remercier quelqu'un, c'est Satou l'humain. 3 autres géants des forêts s'alignèrent à côté de Barbe-Tresse et commencèrent à exterminer les diablotins. Je vous laisse les gobelins, alors. Je vais m'attaquer aux monstres morts-vivants. Sans attendre la réponse de Barbe-Tresse, je commençai à brûler les morts-vivants à coups de tir de feu. Armé d'une lance, le chevalier démon fonça droit sur moi. Il avait pris possession du cheval et du chevalier qu'il possédait. J'attaquai le démon avec flèche magique. Je m'attendais à ce que l'assaut le démembre, mais cela ne se produisit pas. Le chevalier démon avait bloqué mon attaque avec son bouclier. D'après l'affichage de Lara, ce bouclier s'appelait bouclier hurlant. Un visage humain était gravé en relief à sa surface. J'essayais de l'attaquer avec tir de feu, mais le bouclier le déviait également. Eh bien, si la magie ne fonctionnait pas, il me faudrait attaquer physiquement. J'ai déclenché lame enchantée sur un clou de bronze du stockage et je l'ai lancé sur le chevalier démon qui chargeait vers moi. Le chevalier démon a levé son bouclier pour bloquer mon attaque. Dans un bruit métallique, le clou de lame enchantée a transpercé le bouclier et a projeté le chevalier et son cheval au sol, mais le démon n'était toujours pas vaincu. Ce bouclier pouvait tenir bon même contre les attaques physiques. J'ai chargé le chevalier démon avec l'épée sacrée Excalibur en main. J'ai essayé d'activer l'âme enchantée sur Excalibur, mais j'ai stoppé en sentant une étrange résistance. Peut-être que ça ne fonctionne pas bien avec les épées sacrées? Profitant de mon moment d'arrêt,
le chevalier démon a lancé une triple attaque avec sa lance, qui pulsait comme si elle était vivante. J'ai intercepté l'attaque immédiatement avec l'épée sacrée. Chaque fois qu'elle touchait ma lame, la lance étincelait de rouge et s'enfonçait à nouveau. Comme je l'espérais, les épées sacrées étaient efficaces contre les démons et leurs armes. J'ai arraché le bouclier hurlant des mains du chevalier démon, qui a trébuché. Puis, alors que le démon était vulnérable, j'ai tranché sa tête tentaculaire avec l'épée sacrée pour le vaincre. Au loin, le rugissement d'un monstre géant a résonné sur le champ de bataille. De toute évidence, la véritable armée démoniaque arrivait. 3 hydres sont apparus sur le champ de bataille, enchevêtrées comme si elles se battaient. Non, attendez, elles étaient vraiment en guerre. L'hydre démoniaque à tête tentaculaire combattait les 2 hydres normales dans les airs. Les monstres se sont attaqués à la tête, et la masse enchevêtrée semblait prête à s'écraser à tout moment. Eh bien, ça me convient. Autant les achever maintenant. J'ai sorti une flèche sacrée du stockage. Ce carreau unique était fait de bois de l'arbre montagne, avec une pointe de flèche en obsidienne qui faciliterait facilement la magie, et j'avais gravé le circuit magique bleu d'une épée sacrée dans les 2 parties. Ce n'était pas très résistant, mais comme je n'avais besoin que d'un seul coup, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai sorti l'arc magique que j'avais pris au géant et j'ai encoché la flèche sacrée. Je n'avais fabriqué que 3 prototypes, il fallait donc viser avec précision. J'ai injecté autant de puissance magique que possible dans le projectile, et il a brillé en bleu. Remarquant la lumière, l'hydre démoniaque a rongé sa propre tête capturée pour échapper aux autres. Après les avoir secoués, les 2 hydres se sont écrasés au sol près de moi. L'hydre démoniaque s'était lancé à toute vitesse, mais quelle que soit sa vitesse, il n'atteindrait pas les 300 km à l'heure. Lors de mon tir d'essai, cet arc et cette flèche avaient une portée de 3 km. Quand je l'ai décoché, la flèche a dépassé la vitesse du son. Mange ça, j'ai décoché la flèche de toutes mes forces. Tirée de l'arc magique, la flèche sacrée a traversé le ciel dans un sillage bleu. Elle franchit le mur du son et rattrapa l'hydre démoniaque par derrière en un clin d'œil, le transformant en une explosion de poussière noire. La poussière noire forma plusieurs anneaux noirs dans l'air, peut-être à cause de la lueur bleue, puis se dispersa dans le vent. Après avoir instantanément détruit le démon, la flèche fila à travers les nuages et disparut dans le ciel bleu. Surpris par la puissance inattendue de ma flèche sacrée, je consultai le journal. La ligne que l'hydre démoniaque avait vaincue était apparue. Super, on dirait que j'en ai terminé. Attendez, non, pas tout à fait. Le point rouge qui indiquait le démon était toujours sur mon radar. L'hydre bicéphale qui s'était écrasé près de moi avait maintenant des tentacules en guise de tête. Il avait utilisé sa propre tête dévorée pour s'emparer d'un autre corps. L'autre hydre, une hydre tricéphale, avait été tuée dans l'accident. Je ne m'attends jamais à voir apparaître un vrai héros. Ouah, elle parle. Pendant que la chose parlait, je scrutais la carte à la recherche de sosies ou de créatures possédées restantes. Mais il semble que ce soit trop tard. Non, ce type était le seul démon restant. Il n'avait pas d'autres hôtes non plus. J'ai plongé ce pays dans le désespoir, et la malice et le ressentiment du peuple ont été recueillis dans mon vase du chaos et transformés en miasmes. Oh, c'est donc ce qu'il fait? J'ai examiné le cadavre de l'hydre, mais rien n'indiquait que le démon l'avait envahi. Et maintenant, héros, tu ne veux pas savoir où se trouve le vase du chaos? Maintenant qu'il en parlait, j'ai essayé de le chercher sur la carte. Il se trouvait dans les bagages d'un des hauts fonctionnaires du gouvernement qui avait fui plus tôt. Tu ne le rattrapes jamais. Le vase du chaos est en route vers un sanctuaire sacré, entre les mains même des humains. Oh, je n'en sais rien. Mais au fait, pourrais-tu m'expliquer le sanctuaire dont tu as parlé? L'hydre démoniaque semblait ravi de ma réponse et ricana bruyamment. Je ne t'en dis pas plus. Vas-y, lutte, héros. Le souverain d'or ressuscitera, et tu regretteras ta bêtise. Bon, alors, la jarre du chaos est nécessaire à la résurrection d'un souverain d'or, ou je ne sais quoi. Elle a probablement servi à une sorte de rituel pour ranimer un seigneur démon. Mais, comme on dit, trop de manigance mène à la ruine du manigancier. Non, je ne pense pas que je regrette quoi que ce soit. La jarre du chaos n'atteindra jamais sa destination. J'ai haussé les épaules d'un air neutre en direction de l'hydre démoniaque. Après tout, les fonctionnaires qui transportaient la jarre du chaos étaient actuellement attaqués par un groupe de voleurs près de la frontière du territoire. Son plan allait être ruiné par des brigands qui n'étaient là que grâce aux troubles qu'il avait lui-même semés dans la baronnie. Cela me semblait une excellente vengeance karmique. Comment en es-tu si sûr? Je ne t'en dirai pas plus. Je lui ai répété les paroles du démon, mettant fin à la conversation. L'une des têtes a hurlé de colère et m'a lancé le sort de magie psychique coup mental à bout portant. Ma compétence, résistance psychique, me permit de résister au sort avec un léger inconfort, et j'injectai de la magie dans l'épée sacrée Excalibur pour la renforcer. Contrairement à la flèche sacrée, l'épée n'avait aucune limite de magie.
Sa capacité étant apparemment infinie, je m'arrêtais à environ 1000 points de magie et adressais la lame à l'hydre démoniaque qui s'élançait. Juste à ce moment, l'hydre à 3 têtes, supposée morte, se présenta. Derrière elle se trouvait un spectre créé par le démon. Le spectre avait probablement utilisé une de ses capacités spécifiques à sa race pour transformer la créature à 3 têtes en monstre mort-vivant. Je transperçais l'hydre zombie qui se tenait devant moi pour la transformer en cadavre, puis je plaçais le corps dans le stockage afin qu'il ne puisse plus être utilisé. Après cela, je sélectionnais tir de feu dans mon menu de magie et réduisis le spectre en cendres. Finalement, j'ai visé l'hydre démoniaque qui déployait ses ailes pour s'envoler dans le ciel et j'ai décoché 120 flèches magiques. Tout comme l'hydre à 4 têtes que j'avais rencontré à la frontière, les têtes du démon furent rapidement pulvérisées en morceaux de viande par la magie. Le démon commença à se détacher du cadavre en s'écrasant au sol, alors je l'ai transpercé avec l'épée sacrée, le réduisant en poussière noire. Ce n'est pas fini. Sors, ça ne sert à rien de faire le mort contre moi. J'ai été impressionné que tu le remarques. Déchirant le ventre de la carcasse au sol, le démon apparut devant moi. L'écran de réalité augmentée indiquait son niveau 36, autrement dit, cette fois serait vraiment la dernière. Prêt à le vaincre d'un seul coup, j'ai bondi dans les airs et brandi l'épée sacrée Excalibur d'un seul mouvement. Une lumière bleue a traversé le ciel. Où est-elle passée? Très effrayant. Quel héros tu es! Le démon se tenait maintenant à l'endroit où j'avais vaincu le chevalier démon. Son torse jaillissait de la moitié inférieure d'un Gjallarhorn. Il semblait probablement mort seulement dans l'estomac de l'hydre démoniaque. Sa disparition, il y a un instant, devait être due à la compétence inhérente du Gjallarhorn, téléportation à courte portée. D'abord, je devais éliminer ce Gjallarhorn agaçant. J'ouvris la colonne magique du menu et tirai flèche magique. Cependant, le bouclier hurlant de tout à l'heure me gêna. Il dut se téléporter pour récupérer le bouclier. Le démon utilisa 2 autres, téléportations à courte portée, pour nous éloigner, puis s'envola vers le château de Munno. Vite, je saisis une flèche sacrée et l'encocha sur mon arc magique. Cependant, juste au moment où je l'imprégnais de magie, le démon utilisa une autre, téléportation à courte portée, et s'enfuit dans la cité de Munno. J'ai rangé la flèche chargée dans le stockage pour l'instant et j'ai filé vers Munno City à toute vitesse. Mon ennemi était hors de portée de mon radar, alors je l'ai poursuivi, carte ouverte. Je n'étais pas sûr qu'il ne se reproduirait pas une fois hors de vue, alors j'ai vérifié la carte à plusieurs reprises tout en courant. Quand j'ai retrouvé le château de Munno en vue, le démon était au sommet de la tour abritant le canon magique désaffecté. Mes larmes, soi-disant brisées, se déplaçaient toutes seules. D'après mon écran de réalité augmentée, c'était désormais un poltergeist. Il peut même transformer des objets en monstres morts-vivants? Sérieux? Regardez-moi réduire Munno en cendres. Ma compétence, oui fine, a capté la voix lointaine du démon. Il avait projeté le corps du Gjallarhorn et fusionné avec le poltergeist du canon magique. Merde, je ne suis pas bien placé. Le bouclier hurlant pourrait parer à mes flèches magiques précises, et la flèche sacrée que j'avais utilisée plus tôt serait bien trop puissante. Si je l'utilisais d'ici, elle risquait de réduire en miettes le château voisin. Rappelle-toi le pouvoir du canon magique, qui autrefois embrasait les villes de Munno. Tandis que le démon ricanait bruyamment, le canon magique commença à se transformer en un long canon futuriste. La peur que mes enfants soient blessés m'a envahi l'esprit, rendant difficile toute autre solution. Que faire? Devrais-je risquer la vie des habitants du château pour le détruire, pour la sécurité de mes enfants? En courant dans une ruelle, j'ai tenté de calmer mon esprit affolé qui sautait d'une conclusion à l'autre. Encore 9 secondes avant qu'il soit à portée de mon épée sacrée. Avec le pouvoir magique de la source, les munitions du canon magique sont infinies. Les particules incandescentes dans le canon de son arme se mirent à tourbillonner. Alors, en plus d'être incroyablement puissante, elle a des munitions illimitées? J'ai sauté par-dessus le premier mur. Maintenant, laisse-moi entendre tes cris tandis que la beauté des flammes s'élève. Elles seront le phare annonçant la résurrection de notre roi. Le démon me regarda et pointa son canon vers la porte principale, là où mes enfants étaient engagés dans le combat. Je ne peux pas l'arrêter. J'ai atterri sur la tour du 2e mur, brandissant l'arc magique. Trop tard, mais soudain, la lumière du canon disparut. Quoi? Ma connexion à la source est rompue? Sur ma carte ouverte, je vis le point lumineux du baron à l'emplacement du cœur de la cité. Au fond de moi, je félicitais le courageux baron d'avoir surmonté sa peur de la malédiction. Puis, dans cet instant de réflexion, je réalisais quelque chose. Si je devais seulement détruire le canon magique, ne pourrais-je pas utiliser une arme ordinaire? Je sortis une courte lance du stockage et la lançai. En un clin d'œil, le poltergeist surgit des débris de l'arme redoutable. À cet instant, un grand bruit secoua l'air et une barrière de lumière blanche entoura le bâtiment principal du château. Impossible,
La barrière repoussa le démon et le projeta dans les airs. Le poltergeist, incapable de résister à la force, fut détruit. On dit que la barrière créée par un cœur de la cité peut même protéger des attaques des démons de l'enfer intermédiaire et supérieur. Je me souvins de ce qu'Arisa m'avait dit quelque temps auparavant. Le démon tenta de s'échapper, et je dégaina la corde de l'arc magique sans flèche. Rapidement, le démon leva le bouclier hurlant vers moi. Bon, pas besoin de craindre d'endommager le château, alors. Je sortis la flèche sacrée débordante de puissance du stockage et l'encochai à nouveau sur l'arc magique. Échec et mat. Un rayon de lumière bleue traversa le ciel de Muno City, et le démon qui avait fomenté ces machinations maléfiques dans cette ville fut anéanti une fois pour toutes.